Mesdames, Messieurs, bonjour, je pense que nous pouvons commencer. Bienvenue à ce bloc thématique A2. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom d'IGS. Merci d'être là. C'est IGS qui sponsorise ce séminaire et c'est donc moi qui ai le plaisir de tenir quelques mots de bienvenue. Nous poursuivons avec la numérisation. Cette fois-ci, nous mettons l'accent sur l'environnement de travail, la collaboration numérique. Qui d'entre vous était déjà de la partie ce matin? Pas tant de monde que cela. Tant mieux. J'ai le plaisir de vous présenter Mike Tonazzi. Mike Tonazzi de la SARL Strategy Lab. Ciao Mike. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Alors, de transformation de l'environnement de travail, de la collaboration. Nous restons dans le contexte de la numérisation, en mettant l'accent sur le lieu de travail, l'environnement, l'interaction entre les technologies et les capacités des compétences. Mike va nous révéler comment nous pouvons accéder à cet environnement 4.0 en 6 étapes. Mike Tonazzi est spécialiste en informatique et partenaire de Strategy Lab. Il est informaticien d'entreprise et de gestion. Il a fait sa formation à Zurich et cela fait maintenant 20 ans, plus de 20 ans même, qu'il apporte son expertise aux PME en se mettant comme priorité la collaboration et la transformation au niveau de l'informatique. Bien du plaisir, bien du succès. Je vous souhaite un bon séminaire. Merci beaucoup. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Merci pour cette aimable introduction. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Moi, je viens de la technique. J'ai fait des études d'économie de gestion. En arrivant ce matin, j'ai vu les stands des exposants et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une foire de technologie. Votre travail a trait à la technologie. Vous avez marqué des points, je trouve ça vraiment formidable. Il y a énormément de logiciels et ça me passionne. Moi aussi, je travaille beaucoup avec les technologies, avec la manière dont l'humain peut se servir des outils technologiques. Pas tant avec les drones, mais c'est la collaboration qui sera un mot-clé. Vous avez peut-être suivi l'exposé de Valérie ce matin. Elle est dans mon équipe, une équipe mise en place et dirigée par le professeur Mark Peter, qui a fait différentes études portant sur la transformation. Vous n'étiez peut-être pas là. Ce qui a été dit, c'est qu'en 2015, une première étude a été menée sur la transformation des PME. J'ai moi-même participé à d'autres études. Mark Peter a signé plusieurs publications et j'ai co-signé l'un de ses livres portant sur l'environnement 4.0. Vous allez peut-être pouvoir vous en faire une idée tout à l'heure. Moi-même, je viens de Suisse centrale, je viens de Lucerne, lac des Quatre Cantons, le pont de la Chapelle. Et j'aimerais bien savoir d'où vous venez. Si j'ai bien compris, vous devriez venir des 4 coins du pays. Alors merci, s'il vous plaît, de scanner ce code avec votre téléphone portable. Merci d'introduire votre canton d'origine avec les lettres qu'on trouverait sur la plaque d'immatriculation de la voiture, alors sans le numéro bien sûr.
Eh bien, c'est typique. C'est sans surprise. Il faut savoir que le canton de Zurich a décidé que l'on avait maintenant le droit d'utiliser Microsoft 365 dans les services d'État du canton. Et les autres cantons lorgnent toujours du côté de Zurich pour savoir ce qui s'y fait. Ainsi, quand Zurich fait un pas en avant, les autres lui emboîtent le pas. Bon, Zurich est aussi le canton qui a la plus grande population. Merci d'avoir participé. J'ai préparé quelques questions pour que nous puissions continuer en mode interactif tout au long de mon exposé. Ah, le canton de Schwyz, c'est mon canton d'origine, c'est là que j'ai grandi. Canton de Zug, je connais bien également, c'est là que je travaille. Canton de Lucerne, où j'habite. Zurich également. Bon, vous voyez que les grisons sont à gauche. Normalement, géographiquement, ça devrait être à droite. Ça ne joue pas tout à fait. Certains cantons n'apparaissent pas. Alors, j'ai 35 participants. Ça commence bien. Vive la technologie. Bref. Voilà, je reprends le fil de ma présentation. Alors, si vous utilisez cette appli que j'ai choisie à dessein, vous voyez les questions-réponses. C'est la colonne de gauche. Si vous avez des questions pendant mon exposé, ma présentation, ou si vous avez des remarques à faire, vous pouvez taper ces questions, remarques. Et bien sûr que vous pouvez aussi demander la parole ou me contacter directement. Mais c'est un peu à cause de la pandémie que je suis passé en mode en ligne. Alors, en tout cas, si vous avez peur de déranger, il vous suffit d'écrire vos questions dans cet instrument-là. Alors, Marc Peter a donc lancé cette étude en 2015 portant sur la transformation dans l'environnement PME. Si vous avez suivi l'exposé de Valérie, vous avez découvert cette histoire des champs d'action, ces 7 champs. Puis en 2019, j'ai pu participer à l'étude sur l'environnement de travail 4.0, qui a donné lieu à un livre. Nous avons également publié une étude sur l'environnement numérique dans le marketing. Je vous ai encore amené un livre, vous avez le droit de le toucher sans le désinfecter, sans porter de masque. Je vous invite donc à le feuilleter tout à l'heure à la fin de ma présentation. Voilà donc les études auxquelles j'ai participé, auxquelles j'ai collaboré. L'environnement de travail 4.0, le monde du travail 4.0. Vous le voyez à l'écran. En fait, Marc Peter a interrogé les entreprises en Suisse en 2015 pour savoir ce que ces entreprises entendaient, comprenaient par une transformation numérique. Voilà le résultat. Voilà ce que nous dit le terrain. En fait, la transformation numérique se définit au travers de 7 domaines. Les nouvelles technologies, les données, la cloud, j'imagine que c'est votre environnement. La cloud, ça dépend, mais les données, c'est sûr que ça vous concerne. L'orientation client. Il y a toute une réflexion autour de la place du client. Beaucoup diront qu'ils ont toujours pratiqué une orientation client, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le client s'y connaît beaucoup mieux. Les architectes viennent me trouver en me disant « mais je fais quoi ?» Un client va dessiner sa salle de bain avec un instrument en ligne, va chez l'architecte, voilà ce que j'aimerais.
Il y a 20 ans, c'était inimaginable. Avec Google, chez le médecin, les patients en savent parfois plus, de façon un peu caricaturale, que le médecin lui-même. Il y a donc une transformation à cet égard. Également du côté des modèles d'affaires, il faut des stratégies qui aillent de pair. C'est ce que Valérie a expliqué ce matin. Autre point, le marketing numérique et l'automatisation de processus. Voilà. Le système d'exploitation, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui se retrouve face à des défis lorsqu'il s'agit d'utiliser tous ces outils. Et c'est là qu'il importe de s'intéresser à la culture, au leadership numérique. Je vous propose d'approfondir un peu ce sujet. Nous avons sondé les participants à l'étude pour savoir ce qu'ils entendaient par le monde du travail 4.0. Nous voyons ici différents mots-clés, les processus, la numérisation, les formes de travail, les nouvelles manières de travailler, la transformation également, et c'est là que ça devient compliqué, parce que les choses évoluent, se transforment, l'environnement, les instruments, la transformation est donc un maître mot. Ce que j'entends par monde du travail 4.0, c'est qu'il faut s'adapter à l'époque dans laquelle nous vivons et adapter la manière dont nous travaillons. Beaucoup de choses changent et ont un impact sur notre manière de travailler. Autre point très important. Peu importe si une entreprise y croit ou non, la transformation du monde du travail est en plein essor. Nous le voyons à beaucoup d'endroits. Beaucoup d'études le prouvent. Parfois, nous redoutons que certaines entreprises ne prennent pas assez au sérieux cette transformation. Si ces entreprises ne font pas le pas maintenant, elles vont se retrouver en manque de talent, en pénurie, parce que les jeunes talents vont se tourner vers les entreprises qui ont fait le pas du changement. À la fin de la pandémie, on est arrivé à la fin, partiellement, du télétravail. Mais beaucoup d'entreprises ont remarqué que le télétravail fonctionnait bien. Donc si les entreprises insistent sur le travail présentiel, comme il y a 20 ans, eh bien, les employés risquent d'aller voir ailleurs. 2 exemples donc importants à mes yeux. Et une autre question à vous poser. Quel a été votre plus grand défi au moment de passer en télétravail à la maison? Souvenez-vous, alors on oublie vite, mais c'était il y a 2 ans. Nous étions condamnés à travailler depuis chez nous. Beaucoup de personnes ont adapté leur environnement, leur infrastructure. Je lance le questionnaire. Voilà la question, vous pouvez mettre à jour le sondage. J'ai prévu le sondage de sorte à ce que vous ne puissiez pas répondre à toutes les réponses proposées. Ne pas toutes les cocher.
C'est fort intéressant, et c'est là que je voulais en venir. La technologie n'a pas été un problème. C'est ce que nous avons constaté. La technologie a très vite fonctionné. Par contre, c'est le système d'exploitation, c'est l'être humain qui posait le problème, qui avait une longueur de retard. On s'est rendu compte qu'on pouvait, bien sûr, mettre en place des outils technologiques. Encore fallait-il que l'être humain sache s'en servir. J'aimerais vous demander ce que vous avez répondu. Il y a eu des défis au niveau social. Les pauses café, bien sûr. C'est là qu'on échange beaucoup d'informations spontanément, de manière non préméditée. Et dans la nouvelle formule, il a fallu tout planifier. On ne pouvait pas être créatif d'une minute à l'autre. C'est ce que vous avez répondu aussi? Moi-même, je continuais à aller au bureau, mais mes collaborateurs étaient à la maison. Une autre réponse? Les défis sociaux également. Notre entreprise est déjà fortement décentralisée et vu le risque de contagion, nous avons dû éviter les contacts entre les différents sites. Les contacts étaient impossibles. Et vous? La pause café du matin. Eh bien, j'espère que j'aurai quelques conseils et astuces à vous donner aujourd'hui. Nous avons bien sûr aussi fait des études pendant la pandémie. Nous avons voulu savoir des entreprises quels étaient les plus grands défis auxquels elles étaient confrontées. Et c'est ce que vous veniez de dire, les défis sociaux sont en première position, suivis par les défis techniques et de l'organisation. Mais pour ce qui est de l'infrastructure à proprement parler, ça n'a pas tant posé problème, c'est tout à la fin de la liste. Bien sûr qu'il peut aussi y avoir des complications au niveau de la logistique, de la production, suivant l'activité. En tout cas, aujourd'hui, il y a des problèmes qu'on n'avait pas au début de la pandémie. Mais vous le voyez, donc au niveau social, il y a eu de grands défis. Je vais essayer de vous donner quelques conseils. Impossible de résoudre tous les problèmes. Nous avons besoin de nous voir. Nous sommes des êtres sociaux. Ce qui me sert d'orientation, ce sont les entreprises qui travaillent de façon entièrement distancielle. Il y a des entreprises qui n'ont pas de bureaux, qui n'ont pas de locaux, et ça fonctionne. Et j'aime bien prendre ces exemples-là. Ce sont des repères, et ensuite on peut procéder un peu à la carte et voir s'il y a des choses qui peuvent inspirer d'autres entreprises aussi. Bien sûr qu'il faut des mesures pour accompagner ces changements. Nous avons donc affaire à un monde du travail qui est fait d'interaction. C'est celui-ci que nous avons analysé en partant de différentes thèses et expériences. Un lieu de travail moderne, c'est l'interaction entre trois dimensions, people, place, technology. Du côté humain, on a des questions de conduite. Les collaboratrices et collaborateurs ont beaucoup de compétences, peuvent décider de beaucoup de choses.
il y a là une autre manière de conduire l'équipe. On est moins au niveau micromanagérial, ce n'est pas tellement un concept moderne, mais il faut bien sûr aussi des compétences au niveau des cadres, mais aussi des collaboratrices et collaborateurs qui doivent acquérir ces connaissances. Si pendant 20 ans on fait ce que le chef nous dit de faire, on ne peut pas changer complètement de manière de travailler du jour au lendemain. Il faut en tenir compte. Vient ensuite la technologie. C'est une dimension un peu plus discrète, un peu moins apparente. Pour moi, c'est mon quotidien, bien sûr. Au quotidien, je vois qu'on a encore un certain potentiel d'amélioration, de simplification. Beaucoup me disent « Oui, pas de problème, le télétravail depuis la maison, c'est possible, mais je vois beaucoup d'exemples où on pourrait faire mieux, plus simple, ça pourrait être plus cool. » Mais pour ce qui est donc de la technologie, logiciel, infrastructure, on peut faire un pas en avant. Troisième dimension, l'environnement, le lieu. Donc ça n'est pas juste le lieu du travail en tant que bureau, mais aussi le lieu, le modèle de travail, les horaires flexibles, etc. Nous avons bien pu le voir, beaucoup d'entreprises font partie de notre réseau, nous faisons un travail de conseil, et nous savons regarder comment on pouvait aménager les espaces. Certaines entreprises se demandent si elles doivent abandonner les locaux. Pendant la pandémie, il est devenu assez évident que le télétravail fonctionnait. Beaucoup se sont dit, pourquoi pas réduire nos surfaces de 20%? Nous pourrions avoir des bureaux partagés. Des questions très concrètes et pratiques se sont alors posées. Nous avons aussi pu conseiller des administrations publiques qui ont investi de nouveaux locaux. La question était de savoir comment en faire des espaces modernes, un monde de travail moderne. Eh bien, si la technologie n'est pas à la pointe, on a des modèles de bureaux, tout est très moderne, mais les choses posent problème lorsqu'on veut partir de son bureau pour aller à une salle de présentation et connecter son ordinateur au projecteur, etc. Souvent, il faut passer par 3 logins, il y a des choses très laborieuses et compliquées. Et là, beaucoup nous disent, bon, si c'est ça, le bureau moderne, je n'en veux pas. On a donc ces 3 dimensions qui interagissent, people, place, technology. Voilà, la technologie. Je m'en rends bien compte. Vous êtes des aficionados de technologie, sinon vous ne seriez pas dans cette profession. J'aimerais parler d'abord des instruments technologiques qui sont pertinents en matière de collaboration virtuelle. Ensuite, alors, je suis plutôt du genre, en tant qu'informaticien, à regarder ce que veut le client. Et ensuite, je choisis la technologie. Mais je vais faire l'inverse maintenant. J'aimerais d'abord éclairer la culture d'entreprise. Ou plutôt, je veux faire comme on a fait pendant la pandémie. Je vais d'abord m'attarder sur la technologie, parce que en l'espace de 2-3 semaines, tout le monde avait en fait l'infrastructure nécessaire pour fonctionner, et c'est ensuite seulement qu'on s'est mis à réfléchir aux questions de culture du travail. Je remets à jour mon sondage Slido. Quel est l'outil de communication que vous utilisez le plus souvent? Est-ce que vous arrivez à scanner ce code? Ah bon, vous êtes déjà logué, c'est tout bon. On parle donc d'environnement de travail ou privé?
Non, non, professionnel. On pourrait distinguer entre la communication privée ou professionnelle, mais je vous propose d'en rester à la communication dans le travail. Slack. Slack, en fait, c'est l'original. Teams, c'est une copie de Slack, si l'on veut bien. Mais j'y viendrai. En fait, Microsoft avait une longueur de retard sur Slack. Et il fallait bien avoir une réplique à Slack qui semblait prometteur. Bon, le résultat est celui que j'avais redouté. Le mail reste le moyen de communication numéro 1. Qui c'est qui a choisi Slack? Joli. Moi, j'évolue dans l'environnement Microsoft, mais j'aime bien tous ces outils-là. Pendant la pandémie, nous avons voulu savoir des entreprises ce qu'elles en pensaient, quels outils elles utilisaient. Les réponses sont celles-ci. Le téléphone, le mail, les outils de conférence en ligne, alors Teams, Slack, etc. WhatsApp, on le voit beaucoup. WhatsApp est beaucoup utilisé dans un cadre professionnel, alors que ça n'est pas vraiment un moyen idéal du point de vue de la transmission des données. On n'a pas d'archivage, pas de sécurité, pas de backup qui soit garanti. C'est donc le mail qui arrive en tête, mais vous connaissez le problème. Vous avez une boîte de réception pour tout type de courrier. Certains essayent de filtrer avec des programmes complémentaires. J'ai essayé de le faire aussi. J'ai défini des règles pour la boîte d'entrée. Et j'en ai 50 ou 60. Le tri se fait, en partie des mails sont effacés automatiquement. Sans cela, j'aurais une boîte qui déborderait. Donc le triage de la boîte de réception, il faut le faire soi-même généralement. Vous recevez des spams, des publicités, des informations hautement importantes ou pas du tout importantes. Imaginons que vous receviez maintenant une pièce jointe. Où est-ce que vous l'enregistrez? Est-ce que vous avez défini des règles pour que tout atterrisse au bon endroit? Ensuite, c'est tout un art aussi de retrouver la pièce jointe qu'on a enregistrée. Souvent, on reçoit une pièce jointe, on l'ouvre, on la commente, on la ferme, et on se dit, tiens, est-ce que je l'ai enregistrée? Où est-ce que je l'ai enregistrée? Et tout à coup, la pièce jointe commentée a disparu, elle n'a pas été enregistrée séparément. Si vous faites donc des commentaires dans une pièce jointe, vous allez renvoyer cette version-là à l'auteur. Cet auteur a reçu des retours de 4 personnes. Il se dira, merci beaucoup, comment est-ce que je vais fusionner tous ces changements? Et là, il s'agit effectivement de regrouper ces différentes versions et en faire une seule version. C'est souvent l'un des grands défis avec le mail. Raison pour laquelle des systèmes ont été mis au point, des systèmes permettant une collaboration sociale. C'est un peu du jargon. Vous m'arrêtez si cela va trop vite, si vous ne comprenez plus ces termes, mais je vais essayer de parler ce langage-là, parce que si cela vous intéresse, c'est ces termes-là qu'il faudra chercher dans Google. C'est là que vous trouverez des articles, des commentaires, des informations. Je vous parlais de Slack tout à l'heure. Slack a très vite compris que ces mails submergeaient la plupart d'entre nous et qu'il fallait trouver une autre manière de communiquer.
communiquons donc autrement que par mail. Et la solution, c'est d'avoir un chat. Lorsque vous passez sur Teams, vous allez dans un premier temps de communiquer à l'interne par le biais de Teams. Vers l'extérieur, c'est peut-être plus compliqué, mais vous pouvez quand même contrôler ce qui se passera à l'interne. Et là, vous pouvez imposer des règles. Au lieu de s'écrire des mails, on chatte. Au lieu d'envoyer des pièces jointes, on les dépose sur une plateforme. Il y aura un cloud. Et toute personne qui se trouve dans le chat pourra cliquer sur un lien, arriver directement sur la version la plus à jour du document. Si vous intervenez sur ce document et quelqu'un d'autre intervient 5 minutes plus tard, eh bien, ce document sera tenu à jour, mais on garde une trace de toutes les versions, et si un changement ne convient pas, on peut revenir en arrière. Voilà le principe. Et au final, on aura une version un jour du document, tout en ayant la possibilité de revenir en arrière. Il est possible aussi d'avoir un document sur lequel travaillent plusieurs personnes en parallèle. Est-ce que vous avez peut-être déjà testé cela sur Word, Excel? Moi, je trouve ça formidable. C'est ce que nous utilisons régulièrement pendant les réunions. Chacun peut apporter sa petite touche. Ensuite, il y a des systèmes de collaboration sociale. Là, vous allez peut-être penser à Slack ou à Teams. Eh bien, ce sont des systèmes qui ont des interfaces ouvertes, qui permettent d'ajouter d'autres outils. Sur Teams, vous pouvez travailler avec Planner ou d'autres instruments, d'autres logiciels. Pareil pour Slack. Vous pouvez planifier plus simplement, être plus productif. Ensuite, il y a quelque chose qui peut parfois être un peu pénible au début. Il s'agit de regrouper la communication interne. Sur Teams, vous avez des canaux. Sur Slack également. Un flux, donc, dans lequel on peut faire transiter des contenus, on peut faire différents répertoires suivant les projets, suivant les clients. Ça permet d'avoir une structure. Implicitement, cela veut dire que vous aurez automatiquement une structure qui fait que vous n'avez plus besoin de trier les mails, puisque la communication se fait directement dans le bon canal. Dans le projet X ou Y, il y a du nouveau. Vous pouvez aller voir les informations. Un autre projet ne vous concerne pas, eh bien vous n'avez pas besoin de consulter immédiatement le message qui vient de tomber dans ce canal-là. Ce qui est très important aussi, c'est qu'un système de collaboration sociale a une fonction recherche qui permet de trouver facilement ce dont on a besoin. On peut parler de scénarios tout à fait classiques. Une étude a été faite par Campana et Schott, voilà le lien si vous voulez en savoir plus. Les entreprises qui travaillent avec ces outils de collaboration sociale et qui savent les utiliser ont fait des analyses sur le comportement. Est-ce que ces entreprises-là sont donc vraiment plus productives, plus efficientes que des entreprises qui n'utilisent pas ces outils-là? La question a été donc posée à des entreprises qui utilisent Teams, Slack, etc. Si tout a été configuré comme il faut, il est possible d'introduire le nom d'une personne. Vous savez tout de suite quel est son emploi, quelle est sa position. Vous avez une sorte d'intranet. Vous savez qui a quelle expertise. On a aussi des avantages au niveau du travail mobile.
de l'échange entre groupes d'intérêt, entre différentes parties prenantes, on a des communications internes, des informations, des nouveautés qui circulent facilement, l'échange de documents est plus simple, la communication, la concertation en équipe, la recherche, etc. Tout cela est soutenu par les systèmes. Cette étude a permis de démontrer qu'il y a effectivement un lien entre l'efficience au travail et le degré de maturité en matière de collaboration sociale. J'ai choisi ce graphique-là parce qu'à mon sens, si quelqu'un veut bien faire confiance aux données, ce sera typiquement des personnes de votre profession, puisque vous travaillez beaucoup avec des données. Si ces chercheurs ont bien fait leur travail dans leur étude, il est possible de déduire que les entreprises qui travaillent avec ces outils de collaboration sociale sont plus efficientes. Les collaborateurs eux-mêmes le diront. Donc il y a un lien. À partir de là, on peut aller plus loin. On peut affirmer que les instruments de collaboration sociale sont la base d'une collaboration basée sur l'informatique et mise en réseau, ce que présuppose le blended working, le remote working. C'est du jargon, j'y reviendrai. Je pense que vous comprenez de quoi il s'agit. Sans Slack, sans Teams, c'est impossible de travailler. Enfin, j'étais étonné de voir le nombre d'entreprises qui ont pu traverser la pandémie sans utiliser ces outils-là, à part la visioconférence. On peut en rester là, mais il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Et si on en reste à la vieille école, tout prendra beaucoup plus de temps et sera plus laborieux. Pour ce qui est du télétravail, du remote, je me suis intéressé à des entreprises qui n'ont que des employés en télétravail, et pas juste temporairement, mais pour toujours. Il y a là bien sûr des manuels, des conseils, des recommandations. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un gros travail de documentation. Plus le travail est décentralisé, plus il va falloir documenter ce qui est fait. Autre expression, la collaboration asynchrone. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Voilà, on ne travaille pas en même temps, on ne travaille pas sur un même document ou sur un même projet en même temps. C'est un peu comme si on travaille sur plusieurs fuseaux horaires qu'il faut attendre que le collègue se réveille. Eh bien là, vous allez gagner en efficience si vous apprenez à travailler de manière asynchrone. Vous terminez votre partie du projet, je reçois une notification, nous n'avons pas besoin d'organiser une réunion de synchronisation parce que les processus sont définis et nous pouvons travailler ainsi. Tout documenter, ça c'est bien sûr ce qui remplace la pause café. Il y a beaucoup d'informations dans l'air, mais qui ne sont pas mises par écrit. La moitié de l'entreprise ne sait pas ce qui se passe. Et c'est très important. Voilà donc deux concepts importants si vous voulez bien implémenter ces outils. Maintenant, il existe énormément d'outils de collaboration sociale. Je vous ai mis un lien. Si on faisait une liste, on arrive à 2000 logiciels, outils. J'en ai retenu quelques-uns, ce sont les principaux outils de collaboration, de planification et de réunion. Quelques exemples. Ce que nous faisons beaucoup, c'est planifier les tâches. Sur Teams, ce serait bien de voir aussi les tâches qui figurent et que ces tâches ne soient pas faites sur Excel, parce que l'avantage de ces outils, ce serait d'intégrer les différents logiciels. Je peux citer comme exemple Trello, Jira, Planner, Project Online, Monday.com également si vous êtes plutôt sur Slack. Ensuite, il y a des outils qui vous aideront à trouver des moments de rendez-vous. Vous avez certainement déjà reçu des invitations Calendly. On vous envoie un lien avec un calendrier, un aperçu, en vous disant voilà, choisissez un créneau dans mon agenda.
Ensuite, il y a Microsoft Find Time et Booking. Je peux rendre accessible, visible une partie de mon agenda. Je peux libérer par exemple des plages, mais pas le lundi matin, parce que le lundi matin, c'est le créneau réservé pour mes rendez-vous d'équipe. Et je peux dire que les rendez-vous sont possibles jusqu'à 16 heures, à partir de 7 heures, à partir de 9 heures du matin, etc. Je vous envoie un lien, et ensuite vous pourrez, à la carte, choisir un moment qui vous convient. Il y a différentes options, 15, 30, 60 minutes. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous cliquez sur le créneau, et si vous avez un empêchement, vous pouvez vous-même modifier ce rendez-vous. C'est ce qui est possible avec Booking ou Calendly. Nous n'avons pas besoin de nous envoyer 15 mails pour trouver le bon moment. Est-ce que vous voulez une démonstration? Qui serait intéressé? Allez, c'est une minorité. Et c'est un autre exemple de travail moderne. Attendez. Là, je ne travaille pas sur mon ordinateur. Tout ce qu'il me faut, c'est un navigateur et une connexion Internet. Et me voilà en ligne. Voilà la page d'atterrissage. Voilà comme elle est configurée. Vous pouvez choisir si vous voulez une réunion d'1 heure. Peut-être que vous connaissez ces réunions sans pause. Et du coup, j'ai programmé mes horaires pour que les rendez-vous qui durent plus d'1 heure soient précédés et suivis d'un peu de marge pour que je puisse respirer. Là, vous voyez mes disponibilités. Si vous voulez réserver pour plus d'1 heure, il faut que j'aie 2 heures de temps libre dans mon agenda. Mais si vous me dites que 15 minutes sont suffisantes, vous voyez que j'ai davantage de créneaux à disposition. Vous pouvez choisir l'horaire. Et c'est beaucoup plus efficient que les mails. C'est pas que j'aime pas vous écrire. Ensuite, si vous avez un empêchement, vous pouvez modifier le rendez-vous qui figurera dans mon agenda avec la mise à jour. Moi, je trouve que c'est terriblement arrangeant. Je pourrais encore vous proposer Adam AI et Fellow App. Ce sont là des outils qui vous aident à planifier vos réunions. Vous avez un agenda en ligne, vous mettez les listes. Vous pouvez faire votre procès-verbal en direct. Et vous savez comment s'y prend. On a un document Word, on fait des copier-coller d'une version dépassée pour reprendre des points en suspens, etc. Et là, dans ces outils-là, tout est intégré. Le procès-verbal, la répartition des tâches, la planification dans le calendrier. Il y a beaucoup d'autres exemples que je pourrais donner, mais ceux-là me plaisent particulièrement. Ensuite, il y a le traitement des documents. De par ma profession, j'évolue dans l'environnement Microsoft, mais il y a bien sûr d'autres possibilités encore. Il y a Google Docs, etc. Vous pouvez aussi mettre en place des wikis. Des wikis qui sont en fait des systèmes d'information qu'on peut mettre à jour très simplement. On peut mettre des contenus en lien. Il suffit de cliquer sur le lien pour que le contenu s'affiche dans un navigateur. Il n'y a pas besoin de passer par Word ou Excel. Là, vous avez une longue liste de systèmes qui utilisent le principe wiki. Ensuite, la documentation. Ça vous rappellera quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut un gros effort de documentation. Et vous me direz, mais je ne peux pas laisser mes employés passer leur temps
à documenter ce qu'ils font. Eh bien, avec un outil comme Scribe, par exemple, vous pouvez prévoir que cette app intervienne à chaque fois qu'il y a un rapport à faire pour le marché alémanique, par exemple. Scribe va prendre quelques informations dans ce que vous faites, va en faire un texte, et ensuite vous pouvez faire une capture d'écran. Cela vous économise énormément de temps, et peut-être qu'ainsi, les personnes seront plus motivées à jouer le jeu de cette documentation. Ensuite, la visioconférence, Zoom, WebEx, Teams, etc. À l'époque, il y a 2 ans, il fallait expliquer de quoi il s'agissait parce que personne n'y connaissait rien. Maintenant, ce sont des outils familiers, mais de visioconférence pure. Ce qui m'amène à parler de hardware. Je trouve que c'est important d'avoir une bonne infrastructure qui soit en accord avec les logiciels qu'on utilise. C'est beaucoup plus sympa. Si par exemple vous utilisez un tableau blanc interactif, voyez par exemple ici une liste de réunions avec mes clients. Nous utilisons un tableau blanc interactif par Microsoft Surface, et tous mes tableaux blancs vont être enregistrés dans le cloud. Vous le voyez ici. Voilà tous les rendez-vous que j'ai eus avec mes clients ou à l'interne. Tout est très bien archivé. C'est très pratique, plus besoin de papier. J'ai accès à cela depuis partout et aussi depuis mon téléphone portable. Ça vaut vraiment la peine de bien configurer ces outils. C'est très ludique. Vous avez aussi cet objet en bas à droite, Rooms. C'est un écran qui fonctionne sur pile, une batterie rechargeable, il faut la recharger une fois par année. Vous posez cet écran sur la porte d'une salle de réunion et cet outil sera connecté à un outil de réservation de salles. Ainsi, vous pouvez réserver des salles. L'écran affichera si la salle est occupée. Vous connaissez aussi le problème quand on circule entre différentes salles. Vous pouvez réserver spontanément si la salle en cliquant simplement sur cet écran. Vous n'avez pas besoin de passer par votre ordinateur, vous loguer, retrouver les mots de passe pour accéder à cet outil de réservation. Moi, je trouve que c'est un investissement qui en vaut vraiment la chandelle. Ce que vous voyez en haut, c'est un dispositif Teams Rooms. Il existe la même chose pour Zoom. Vous n'avez plus besoin de prendre votre ordinateur pour aller en réunion. Dans la salle de réunion, l'équipement est déjà là. Vous cliquez simplement sur l'écran, vous cliquez sur « Lancer la réunion », vous n'avez pas besoin de chercher un cadre de recherche, de faire un partage d'écran, de trouver les bons raccordements avec le beamer, etc. Tout est déjà en place et vous pouvez lancer la réunion en un rien de temps. Il existe encore toute une série de logiciels. Par exemple, Mural, c'est un tableau blanc. Slido, c'est l'outil que j'utilise aujourd'hui avec ces interactions que je peux vous proposer. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est la cybersécurité. Ça n'est pas à mon propos aujourd'hui, mais j'aimerais quand même le dire en passant. Plus vous travaillez en ligne, plus vous aurez des soucis à vous faire pour ce qui est de la cybersécurité. On a beaucoup de rançongiciels et de vols d'identité. Je vous recommande vraiment d'avoir de bons mots de passe et d'utiliser une authentification à facteurs multiples. Il y a différents outils pour cela, des apps aussi. J'utilise Passwordless. Pour moi, un login se traduit par un code chiffré. C'est un numéro que je dois
indiqués sur mon portable. Je n'ai plus besoin de mémoriser ou de répertorier des mots de passe. C'est beaucoup plus simple et rapide. J'ai emporté cette publication qui traite de sécurité informatique pour des PME, qui vous dit tout ce qu'il faudrait faire, tout ce que l'on pourrait faire. Voilà quelques considérations sur la technologie. Je regarde combien de temps il me reste. Peut-être que vous connaissez déjà certains de ces outils, que vous maîtrisez bien votre infrastructure technologique. Reste le pan culturel. Comment s'y prendre au sein de l'entreprise? Comment s'assurer que les employés sachent travailler avec tous ces outils? On peut distinguer différentes phases. On a d'abord la centrale. Il y a différentes autres étapes, différents autres lieux, et puis tout à la fin de la chaîne, il y a le travail mobile, flexible, donc hybride. Ça veut dire que je peux travailler depuis n'importe où, anytime, anywhere, ça ne joue aucun rôle. Et puis, tout à gauche, la centrale, eh bien, c'est que l'on travaille dans les locaux du bureau. Les étapes intermédiaires, qui sont en bleu clair et plus foncé, correspondent à des infrastructures où il y a en principe une infrastructure technique qui permet de travailler à domicile, mais ça n'est pas spécialement convivial, ça n'est pas optimal. Ça fonctionne, mais on peut faire mieux en restant au bureau. En bleu un peu plus foncé, c'est le Remote First qui correspond à un état où, de préférence, les entreprises laisseront les employés à la maison. Il y a des entreprises qui préfèrent les processus pilotés depuis ailleurs qu'au bureau. Peut-être pour des raisons d'économie. Cela vous permet aussi de ratisser plus large, d'avoir des employés qui viennent d'un peu plus loin. Je ne sais pas quelles sont les réglementations légales dans votre secteur. Suivant le cas de figure, vous pourriez aussi travailler avec des personnes qui sont basées en Allemagne, en Italie, en France, impliquer des architectes, des ingénieurs. Voilà qui fonctionne bien. Dans beaucoup de cas, souvent les employés sont plus satisfaits. On arrive aussi mieux à concilier la vie professionnelle et la vie de famille. Je le vois à mon propre exemple. À la maison, généralement, je suis à la maison lundi, mardi, je travaille chez moi. Les enfants sont à l'accueil de jour. Bon, l'école est juste à côté, c'est bien. Après, c'est clair que l'accueil de jour, c'est bien, mais seulement si les enfants sont en bonne santé. Parfois, ils sont malades. Mais au moins, si quelqu'un est malade, moi, je suis à la maison les lundis, mardis, et c'est pratique. Je n'ai pas besoin de revoir complètement mon agenda. Et c'est ce que j'entends aussi de beaucoup de collègues, faire les courses, aller chercher tel enfant, l'amener à tel entraînement. Ça donne une grande flexibilité. Vous êtes indépendant d'un lieu central. Les défis, on les voit au niveau du recrutement. Est-ce que vous avez dû embaucher quelqu'un pendant la pandémie et le faire en ligne peut-être? Vous avez certainement ressenti cela comme un défi. Autre défi, ce sont des instruments, la technologie, tout doit être accordé. Il y a des questions de compliance aussi. Plus je travaille dans le cloud, plus des questions de sécurité vont se poser. Les instruments que je vous ai présentés fonctionnent bien si on peut leur associer un cloud. Donc il faut voir ce qu'en pense le fournisseur, quel est le concept à appliquer. Les problèmes existent, on peut les résoudre.
Je donne peut-être l'impression de travailler en télétravail, mais je me rends bien compte que tous les emplois ne conviennent pas. Il faut en tenir compte. Ce n'est pas forcément que vous avez embauché des fausses personnes, que vous avez des mauvaises équipes en poste. Simplement, c'est une réflexion à mener. Il faut voir si l'entreprise n'est peut-être pas encore prête à faire le pas et comment on peut la préparer. J'aimerais savoir maintenant où vous vous situez. À quel stade de l'aventure en êtes-vous ? Voilà. C'est fort intéressant. Si vous travaillez déjà à tel point en télétravail, pourquoi êtes-vous ici ? Non, blague à part, c'est très intéressant. J'imagine que vous êtes de toute façon souvent en déplacement, donc vous avez déjà pris le pli du travail mobile. Remote friendly, remote first. Certains sont complètement flexibles et mobiles. C'est là que ça devient compliqué pour moi. Si quelqu'un me dit « mais je suis déjà complètement mobile, qu'est-ce qu'on peut faire mieux encore ? Où est-ce qu'on peut optimiser quelque chose ?» Ça, c'est un défi que j'aime bien. Je repasse en mode plein écran. Mobile first, remote first. Il existe quelques recommandations ou quelques définitions du remote first. Cela veut dire en fait que chaque rendez-vous passe par une invitation, par un lien. Et c'est pratique si quelqu'un est en retard. Eh bien, il pourra quand même participer, même s'il est dans un bouchon. Mais il faut que les outils fonctionnent, que les instruments, que l'équipement fonctionne. Il y a un petit spot, un petit film que j'aime bien. C'est une visioconférence. On a un chien qui aboie. Un participant se retrouve exclu du meeting. Il faut aller le repêcher, etc. C'est marrant. Ça va un moment. Au bout d'un moment, ça devient fatigant aussi. Ensuite, cela implique, si l'on veut travailler en mobile first, en remote first, que tout se fasse par Teams ou Slack. Les chats doivent vraiment transiter par les canaux officiels, entre guillemets, et non plus par des canaux privés. Et si vous voulez bien faire les choses, cela voudrait dire que vous n'avez plus de dossiers, de documents à trimballer entre le bureau et la maison. Et pour ce qui est de la conduite des équipes, il faut un lien de confiance. Parfois, certains ont besoin de contrôler leurs équipes en les ayant sous la main, en quelque sorte. Et là, ça n'est plus le cas. Ça peut peut-être nécessiter des aménagements. Tel collaborateur devra peut-être rendre compte de ce qu'il a fait régulièrement. Ça peut renforcer le lien de confiance si quelqu'un devait
se demander si c'est en ordre de travailler comme ça à distance. Et ensuite, il faut assumer. Le télétravail, ça veut dire qu'on travaille depuis n'importe où. Mais c'est ce qui fait le propre de la culture du mobile first. Ensuite, il y a un état d'esprit qui doit changer. Il faut changer la façon de voir les choses. Il faut vraiment mettre en place cette priorité du distanciel, qui n'est pas toujours évidente. Culturellement, comment est-ce que cela va se traduire? Eh bien, je vous recommande cette lecture. Thank God It's Monday. Vous verrez, en lisant ce livre, quel état d'esprit il convient d'adopter. L'état d'esprit doit correspondre à une culture moderne. Le travail mobile et flexible présuppose une organisation, une autogestion. Si quelqu'un a du mal à ces égards, il va falloir lui apporter un soutien. Ensuite, il y a des facteurs d'influence culturelle. Il y a la question des affinités personnelles avec la technologie. Certaines personnes aiment travailler en déplacement. Cela doit passer par une bonne initiative personnelle, une bonne gestion du temps, une bonne communication. Et cette affinité avec la technologie, il faut que ce soit des personnes qui aiment travailler en équipe de façon flexible. Alors on ne trouve jamais la perle rare qui sait tout faire. Mais enfin, ce sont des aspects dont il faut parler, il faut identifier les forces et faiblesses des uns des autres et se soutenir mutuellement. On a là vraiment un point très important au niveau des compétences personnelles. Au niveau de l'entreprise, en revanche, il faut mettre en place une structure de conduite. Mieux les processus sont définis, plus il sera facile de pratiquer le télétravail, le travail mobile. Vous l'aurez certainement vu aussi. Essayez d'automatiser les processus de bureau. Si vous êtes cadre, essayez d'identifier à quel niveau vous pouvez soutenir vos équipes. Peut-être qu'il faut prévoir un coaching, peut-être qu'il faut prévoir des dialogues, des entretiens, des formations. Et puis, je l'ai dit, il faut beaucoup documenter. Si vous êtes à la tête d'une équipe, laissez suffisamment de temps aux employés pour faire ce travail de documentation. Et soyez simple dans les objectifs. Il faut les formuler de manière simple. Et il faut avoir un bon dialogue à tous les niveaux de l'entreprise. Voilà, sous forme schématisée, à quoi cela peut ressembler. On a donc l'être humain en jaune, avec ses capacités, ses compétences personnelles. On a en vert la structure de l'entreprise, la manière de conduire les équipes. On a cette idée de confiance au centre, la documentation, la collaboration asynchrone. Voilà donc les différents facteurs culturels qui entrent en ligne de compte dans le monde du travail 4.0. Ceci étant dit, je reviens à mon sondage Slido et j'aimerais savoir où vous voyez le plus grand potentiel dans votre entreprise. Potentiel d'amélioration. Nous avons passé en revue de façon assez systématique les différents aspects, les compétences personnelles, les structures de l'entreprise.
C'est un peu comme à l'Eurovision. À nouveau des résultats très intéressants. Vous êtes bien entouré, c'est ce qu'on voit. Le problème, souvent, ce sont les processus, et vous n'êtes pas seul si vous avez répandu cela, on le voit. La communication est un autre résultat qui en dit long, la documentation également. Merci pour vos réponses. Voilà, j'ai apporté beaucoup d'informations théoriques et vous me direz, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que certaines informations vous étaient déjà connues, familières. Et maintenant? Eh bien, maintenant, les 6 étapes qu'on vous avait annoncées, je les ai gardées pour la fin. Sinon, après une demi-heure, on aurait déjà fait le tour, vous seriez sortis de la salle. J'ai pu maintenir le suspense. Alors, ces 6 étapes, parlons-en. Ce n'est pas moi qui les ai inventées. J'ai passé des heures sur Internet, j'ai lu des livres, j'ai observé des entreprises qui travaillent en distanciel et j'ai essayé de tirer des parallèles avec la Suisse. Il y a des éléments, alors je ne dis jamais tout, mais il y a des éléments qui vont vraiment être très pertinents. Ça peut varier d'une entreprise à l'autre. En tout cas, chaque entreprise aurait intérêt à se mettre à la page en matière de monde du travail 4.0. Vous pouvez aussi parler de MS Teams, d'environnement, Teams, etc. C'est un pas qu'il faut faire de façon volontaire. Et je le dis parce que je le vois souvent. Souvent, le problème, c'est que tout le monde est un peu le nez dans le guidon avec des projets qu'il faut mener à bien. Pas le temps de se préoccuper d'un processus interne. C'est là qu'il est extrêmement important que la direction s'engage et affirme haut et fort que c'est un pas nécessaire. J'accompagne par exemple une entreprise qui m'a dit « Nous ne sommes pas pressés, il y a 1300 collaborateurs, ça fait 1 an qu'on travaille sur la transformation. On nous a dit voilà, les affaires tournent, le modèle fonctionne, mais nous voulons faire cette transformation à notre rythme. » Parfois j'étais un peu trop rapide, on m'a dit « Attends, allons-y lentement. » Donc il ne faut pas faire du forcing, réussir la transformation en 2 mois. Simplement, il faut que l'équipe entière porte ce changement. Et il faut une équipe de pionniers dans l'entreprise qui fasse les premiers pas, qui prépare le terrain, qui identifie les priorités, qui sélectionne les outils qui vont être utiles à tout le monde. Formez donc une telle équipe de projet, une équipe de pionniers. Deuxième conseil, faites-vous une idée claire de la situation. J'ai parlé de blended working tout à l'heure. Marc et Valérie sont les auteurs de ce transparent. On voit ici quelles sont les possibilités de travail. On a les différentes formules qu'on peut trouver aujourd'hui et là c'est à vous de choisir ce que vous voulez avoir à l'avenir. Est-ce qu'il faut pouvoir travailler à domicile, au bureau, sur le terrain? Qu'est-ce qu'on veut au fond? Si on veut une combinaison de télétravail depuis le domicile et de
depuis le bureau, c'est autre chose que si les équipes sont parfois en déplacement sur le terrain. Il faut donc bien identifier quel degré de remote on veut atteindre. Point 3. Ça, c'est quelque chose de vraiment édifiant. C'est pour ça que j'ai cette ampoule. Cette ampoule qui éclaire. Il faut faire la promotion de réunions hybrides ou virtuelles. Vous pouvez décider, par exemple, qu'à partir du 1er août, tous les rendez-vous se feront de manière virtuelle. L'ordre du jour est enregistré à tel endroit, le procès-verbal se trouvera à tel autre endroit, chacun peut participer, vous avez tout structuré. L'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin de réfléchir au processus. Les processus vont être les mêmes, et puis les disponibilités, on sait qu'elles seront données à tel moment de la semaine. Vous n'avez d'ailleurs plus besoin de faire circuler les procès-verbaux sur papier. Les procès-verbaux ne sont plus rédigés sur Word, ou alors sur Word, oui, mais depuis une version modèle enregistrée dans un cloud. On n'a plus besoin d'aller chercher l'ordre du jour, les tâches, les points en suspens. Tout se passera en distanciel. Le déroulement doit être bien balisé. Peut-être que vous avez déjà lu cela en vous disant, bon, mais c'est des choses qui comptent aussi pour les réunions en présentiel. Oui, mais c'est si simple. Et c'est vraiment la meilleure manière de rendre ces outils familiers. Je sais que des entreprises ont utilisé Teams ces 2 dernières années, mais ne sont toujours pas à même de mettre en place des réunions avec toutes les fonctionnalités qui sont intégrées à Teams. Et je pense qu'il faut expérimenter, il faut essayer, il faut se débarrasser de cette peur de rater son Teams, son rendez-vous virtuel. Et puis, il faut apprendre à utiliser ces outils. Ça vaut aussi pour le wiki. On peut par exemple décider que chacun a le droit d'alimenter le wiki. Peut-être qu'une équipe va faire le premier pas. Ce wiki peut être un intranet dans lequel on trouve les processus relatifs à des projets, à des clients. C'est la structure de base. Ensuite, ces contenus, on peut les compléter. Peut-être qu'on peut désigner quelques volontaires au début, mais chacun pourra voir ce qui a été ajouté, chacun pourra compléter, ajouter, modifier. Ça ne doit pas être restrictif, un wiki doit être vivant. Les collaboratrices et collaborateurs doivent partager leur savoir par ce biais-là. Je ne sais pas comment vous fonctionnez dans votre entreprise. Parfois, le problème, c'est que les personnes ne veulent pas participer. Parce qu'elles ont peur de partager, de perdre en quelque sorte le contrôle sur leur savoir, un savoir qui sera partagé. Mais il faut bien faire comprendre à tout le monde que tout le monde y gagne à avoir accès à ces informations. C'est ce qu'il faut apprendre. Utiliser l'intranet, c'est vraiment une opération gagnante. 5e point, très important, il faut établir un plan de communication. Cette équipe de projet pourra par exemple déterminer à quel moment il convient d'écrire des mails, à quel moment il convient d'utiliser WhatsApp ou Teams. Ce que j'ai souvent vu, c'est que pour des tâches plus formelles, on préférera recourir au bon vieux mail, avec pour argument qu'un mail, c'est plus formel qu'un chat. Un chat, ça peut être contraignant. Si je demande à mon collègue de me fournir telle ou telle chose, c'est une demande contraignante, il me fournira ce que j'ai demandé demain. Mais c'est vrai que c'est des habitudes. Le mail, c'est formel, le chat, c'est plutôt du ressort du privé. Tout le monde connaît WhatsApp. Et là aussi, c'est une question d'état d'esprit. Il faut, par exemple,
imposer que le chat doit être pratiqué par tout le monde, et pour tel ou tel type de demande, il faut répondre, ne serait-ce que par un like. C'est pas parce que c'est un chat qu'il faut répondre en 2 secondes, c'est vrai que c'est des préjugés. Mais si on discute de tout cela, on peut mettre les choses au clair. 6e étape. Je vous ai présenté une large palette d'outils. Chaque outil a sa raison d'être, mais à partir de là, il faut optimiser. Mieux vaut en avoir moins, mais bien les maîtriser, en avoir trop. Et il ne faut pas créer des îlots de données. Si vous évoluez dans un environnement Microsoft, vous êtes en fait assez bien loti, parce qu'il y a de plus en plus de possibilités d'interagir. Slack aussi fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'outils qui sont compatibles avec ces environnements-là. Et plus vous travaillez avec le cloud, plus vous devrez être attentif aux questions de sécurité. Ce n'est pas un problème fondamentalement parlant, mais il faut quand même savoir où se trouve quel document et ce qu'il en est de la sécurité. Je vous ai assommé avec ces 6 étapes, je rembobine. Former une équipe, la Remote Leadership Team, qui va donner un signal à tous les employés, à tous les collègues. C'est un sujet important, une équipe s'en charge, on va y arriver. Deuxièmement, se faire une idée claire de l'objectif et du mode virtuel que l'on veut atteindre. Déterminer aussi les délais, la vitesse à laquelle on veut réaliser ce changement. Quelques semaines, quelques mois, peut-être que vous êtes plus ou moins sous pression. Troisièmement, faire la promotion du format virtuel ou hybride pour les réunions. Ça passe par un bon équipement. On me l'a souvent dit. Alors, est-ce qu'on travaille de façon hybride ou en ligne ? Bon, le mode hybride est exclu parce que nous n'avons pas de caméra, donc voilà une option qui passe à la trappe, à moins qu'on ait le bon équipement. Et si on a le bon équipement, on va l'utiliser. Quatrièmement, documenter ce qui est fait, ce qui est faisable, peut-être par le biais d'un wiki, de manière transparente en tout cas. Souvent, en Suisse, on veut trop bien faire, on est un peu perfectionniste. Et là, ce qui compte, c'est le contenu, mais c'est quelque chose d'interne, ça ne va pas être transmis au client. Donc la première priorité, c'est d'archiver une information, de la rendre disponible. Si la mise en page n'est pas très réussie, tant pis, évidemment. On peut soigner aussi la présentation, mais c'est le contenu qui prime. Cinquièmement, faire un plan de communication. Quel outil sert à quelle situation ? Et qu'en est-il des priorités, des temps de réponse ? Ne pas perdre de vue non plus l'esprit d'équipe. Nous avons gardé un canal WhatsApp chez nous, un canal dans lequel nous nous envoyons des photos de vacances, etc. 6e étape, 6e conseil, optimiser le nombre d'outils. Si le paysage est trop encombré, limitez-vous plutôt à ces outils qui vous ont déjà convaincu, que vous utilisez déjà. N'en ajoutez pas trop d'autres, mais trouvez quand même les outils qui vous apportent un soutien dans votre travail mobile et flexible. Voilà les 6 étapes. Il nous reste 10 minutes maintenant. À vous de jouer. Quelqu'un m'a posté une question. Et oui, alors Bern n'a pas figuré tout au début sur la page. Ma maman est bernoise, donc je ne voulais exclure personne. Quand je vous ai demandé vos origines, ça n'est pas moi qui voulais exclure les Bernois. Était-ce le programme peut-être ?
Certains accès ne sont pas possibles depuis certains pays, donc le Anywhere, ça ne fonctionne pas toujours. Qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, nous savons qu'il y a parfois des demandes d'accès depuis des pays où nous n'avons pas de collaborateurs. Ce sont donc des tentatives frauduleuses. Nous avons demandé conseil à gauche à droite, on nous a dit il suffit de bloquer les pays. Si l'on veut bloquer tel pays, plus aucun accès sera possible. Mais on va perdre en flexibilité. Mais ça veut dire que c'est un problème si vous devez aller dans ce pays-là pour raison professionnelle. Oui, ou alors on dit on n'accepte que les demandes d'accès depuis la Suisse et l'Autriche. Est-ce que c'est l'approche qu'il faudrait privilégier? C'est vrai qu'on peut avoir des réflexions là autour. C'est assez radical de bloquer tous les pays à une ou deux exceptions près. Seulement, les hackers peuvent aussi contourner ce problème. Il leur suffit de passer par un proxy basé en Suisse et le système va penser qu'ils sont en Suisse. On peut donc bloquer des pays, mais si quelqu'un veut vraiment cibler votre entreprise, ça ne fonctionnera pas. Vous serez quand même victime d'un piratage. Plutôt que de bloquer des pays, je pense qu'il faut donc bien protéger vos identités, avoir de bons mots de passe et des codes SMS ou alors des méthodes d'authentification à plusieurs niveaux, des apps, etc. Les statistiques de Microsoft disent qu'avec une telle méthode d'authentification à multifacteur, 99% des tentatives peuvent être désamorcées. Et j'ai eu un problème. Il y a 2 semaines, j'étais à l'étranger, mon téléphone m'a lâché. J'ai mon appli d'authentification. Heureusement que c'était une question de batterie, mais c'est vrai que, en attendant, j'étais bloqué. Sans téléphone portable, je n'accédais à plus rien. Tous mes logins passent par le téléphone. Mais je préfère avoir cette restriction-là, qui reste sûre, que d'avoir d'autres cas de figure. Et pour les mots de passe, utilisez pour chaque système un autre mot de passe. Il existe d'excellents systèmes de gestion de mots de passe qui vous aideront à introduire le bon mot de passe. Moi, je ne pourrais plus m'en passer de ces outils. Pour tous les comptes différents, ayez un autre mot de passe. Le problème, si vous avez différents comptes, mais un seul mot de passe, par exemple Facebook et votre e-banking, le problème ne sera pas que les hackers pourront décrypter votre mot de passe de la banque. C'est improbable. Par contre, s'ils arrivent à récupérer le mot de passe Facebook, à partir de là, ils pourront se dire « Tiens, ce mot de passe fonctionne peut-être aussi dans un autre service ». Et c'est ainsi qu'ils arriveront à leur fin. Ils ne pourront pas pirater le mot de passe de la banque, mais ils essayeront ailleurs. Voilà pourquoi il ne faut jamais utiliser plusieurs fois le même mot de passe. J'espère que j'ai répondu à la question. Question sur le piratage d'un outil de gestion de mot de passe. Réponse, eh bien là aussi, on a une authentification à plusieurs niveaux. Notre outil est lié à un cloud, alors on est toujours dépendant. Mais pour aller un peu plus loin, pour accéder à mes mots de passe, j'ai besoin d'une clé. J'ai besoin, en plus de cela, de mon mot de passe de base et puis de l'authentification multifacteur. Pour installer cet outil, il faut ces 3 facteurs.
ce qui met quand même la barre assez haut. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier l'ordinateur dans le train. Il faut bien protéger ces outils. Il faut aussi crypter le disque dur de l'ordinateur. S'il devait être volé et qu'on démonte le disque dur, il serait bon que le disque dur soit protégé, soit crypté. On retombe dans le domaine de la sécurité informatique, mais c'est vrai que c'est un enjeu important aujourd'hui. 2 questions sur les PDF. C'est un moyen assez intéressant pour retenir des versions de documents à des stades précis. Si maintenant les différentes versions de travail sont archivées, comment est-ce que je peux savoir quelle version a été validée? Et l'autre partie de ma question, c'est que si l'on veut commenter à plusieurs un PDF, comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre? Pour la deuxième partie de la question, je n'ai pas non plus trouvé l'outil qui fonctionne. Tout le monde le cherche. C'est vrai qu'il faut le commander les uns après les autres. On ne peut pas tous travailler en parallèle dessus. Si vous trouvez quelque chose, vous me tenez au courant. J'apprends beaucoup des partenaires et des clients. Souvent, c'est un peu la course. On joue à qui trouve en premier la nouvelle fonctionnalité. Et puis pour la première partie de la question, pour ce qui est des différentes versions de travail. Lorsque nous travaillons sur un document Word, nous savons qu'au moment X, nous avons envoyé une version au client. Et cette version-là, nous l'archivons en format PDF. Essayez aussi de mettre une balise temps pour que tout le monde puisse voir de quand date quel document, PDF idéalement. Le Word reste la version qui est en constant changement, mais si à la fin du mois j'envoie au client la version la plus à jour pour lui, j'en fais un PDF. C'est un peu plus simple que de naviguer dans les différentes versions Word. Un conseiller informatique m'avait dit qu'on n'a plus besoin de travailler différents formats puisque tout est archivé, qu'on a des traces pour chaque modification et qu'on peut mettre des balises. Voilà, on n'est plus obligé de naviguer entre Word et PDF, mais il y a quand même des aspects pratiques. Pour moi, il est plus important d'avoir une version du 30 mai, d'en faire une copie en PDF, même si j'envoie le document le 31 mai. Microsoft travaille avec son propre ERP, Dynamics. Quand je produis des documents ERP, ils sont enregistrés sur Teams, sur SharePoint. Voilà un exemple possible. Je pense que la plupart des fabricants ERP vont devoir suivre cette voie-là. Malheureusement, je ne suis pas sur mon propre ordinateur. Je vais essayer de vous faire une démonstration. J'ai un graphique que je pourrais vous montrer tout à l'heure.
On pourrait dire que dans les RP, les processus sont définis et qu'à telle ou telle étape du processus, il me faut tel ou tel document. Par exemple, on a une phase d'offre et à la fin de cette phase, eh bien, il faut une offre. Pour faire une offre, j'ai besoin de consulter un ingénieur, un architecte. Cela représentera au final toute une série de documents, j'ai des réunions, des visioconférences, etc. Beaucoup de documents de travail vont être archivés dans un espace collaboration. Mais au moment de formuler mon offre, je vais faire un PDF. Et cette offre-là, je vais la placer dans le RP parce que ça correspond à un processus très précis. Donc on a un espace collaboration qui est défini et un espace processus. Il faut bien séparer ces deux espaces pour que les partenaires comprennent aussi dans quel espace ils évoluent. On a donc deux niveaux, on travaille à deux niveaux. On a le niveau ERP, processus, et le niveau collaboration. C'est ce qui est assez intuitif. D'autres questions? Je vois qu'il est 15 heures. Vous avez bien mérité votre pause. Merci beaucoup de votre attention.